C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de subventionner le consommateur chinois. Le consommateur chinois s'enrichit par son travail. Il y a une concurrence très intense entre les constructeurs automobiles chinois actuellement. C'est vraiment très violent. Le gouvernement chinois est à la manœuvre aujourd'hui pour dire arrêtez de faire votre guerre domestique. On va avoir des annonces cet été de soutien supplémentaire à l'économie. On en a besoin et on ne laissera pas les profits des entreprises industrielles s'effondrer à cause de cette guerre commerciale. Avant de commencer cette interview, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter 100% gratuite. Pour ce faire, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description sous la vidéo ou sur le lien qui apparaît en haut à droite de l'écran. Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse. Nous allons parler de la Chine aujourd'hui. Beaucoup d'investisseurs se demandent s'il faut s'exposer davantage aux actions chinoises et il existe un indicateur, justement, lorsqu'on s'interroge à ce sujet, un indicateur stratégique qu'il convient de suivre et que va nous présenter Christian Parizeau d'Altair Economics. Avant de voir quel est cet indicateur avec Christian, rappel rituel pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez les émissions, partagez-les et mettez un pouce vers le haut si vous les appréciez. Christian, bonjour. Bonjour. Alors, la Chine ne va pas tout de même forcément très bien aujourd'hui. Alors certes, elle résiste dans la guerre commerciale que lui livre Donald Trump. Elle arrive même à obtenir un certain nombre de concessions. Donc elle n'est pas en position de faiblesse, mais son économie interroge et inquiète même un peu, puisque elle n'arrive pas à faire repartir sa consommation, que les coups de boutoir portés par l'administration Trump sur la compétitivité finalement des entreprises chinoises à l'extérieur font leur effet, et la Chine est affligée tout de même de problèmes structurels qu'on ne peut pas minorer, une crise immobilière qui dure depuis des années, et un vieillissement de la population qui est plutôt alarmant. Bien évidemment, on va parler de cet indicateur à suivre, mais j'aimerais qu'on commence déjà par un autre indicateur et un graphique. Là, en l'occurrence, ce sont les prix facturés des biens et services établis par les directeurs d'achat. Et pourquoi ce graphique est intéressant? Alors, on y voit que les prix facturés par les États-Unis ont plutôt tendance à monter aujourd'hui, et qu'en revanche, le reste du monde affiche plutôt des prix qui ont tendance à baisser. Et cela semble induire, en tout cas une conclusion, c'est que la politique commerciale de Donald Trump a des effets plutôt inflationnistes aux États-Unis et des effets désinflationnistes ou déflationnistes dans le reste du monde. Or, la grande puissance exportatrice qu'est la Chine est évidemment affecté par cette tendance. Est-ce qu'on a un risque de déflation forte en Chine? Et si c'est le cas, est-ce que les actifs chinois sont vraiment intéressants? Ah oui, la réponse c'est clairement oui. Oui, la politique de M. Trump accentue la déflation en Chine. Alors nous, en Europe, on pourrait dire plutôt une désinflation en Europe, mais on voit que ça actise la concurrence chinoise sur nos marchés. Pourquoi? Parce que ce qui se passe là, ce que résume assez bien ce graphique, c'est quand vous mettez des barrières douanières, vous fermez finalement l'accès à votre consommateur, au consommateur américain. Bon, sauf que le consommateur américain, c'est 30% du consommateur mondial. Donc, vous ne pouvez pas fermer ou rendre beaucoup plus difficile l'accès à ce consommateur sans que ça entraîne des répercussions sur le reste du monde. Et le reste du monde, ça attise la concurrence. Vous vous trouvez avec des capacités de production excédentaires. Vous n'arrivez plus à les vendre aux États-Unis. Alors, peut-être qu'aux États-Unis, ils vont souffrir de manque, de rayons vides. Mais dans le reste du monde, on va avoir des rayons trop pleins. Donc, forcément, ça alimente le mouvement de désinflation. D'ailleurs, la BCE a très clairement dit que maintenant, dans cette guerre commerciale, ils considéraient que c'était plus une source de désinflation qu'un élément qui risquait de relancer l'inflation. Donc, on est tous d'accord là-dessus. Le phénomène, c'est plutôt de la désinflation. Le gros problème, c'est qu'on est face à un pays comme la Chine, où déjà, on est sur un pays où il y avait déjà des excédents de capacité de production
position très importante. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils étaient aussi agressifs sur les pays, sur les exportations et qui gagnaient des parts de marché parce que en interne, au niveau domestique, ils avaient des capacités très excédentaires que ne pouvaient pas absorber leur demande intérieure. Et là-dessus, naturellement, la Chine souffre encore de ce marché immobilier. Alors, on a quelques indicateurs qui commencent peut-être à nous donner un début de stabilisation, mais on n'est pas sur une reprise de l'immobilier en Chine. Très clairement, on en est encore très très loin. On est toujours sur des prix de l'immobilier qui baissent, peut-être un peu moins vite, mais qui continuent de baisser. Et on est sur une sorte d'effet richesse version chinoise, parce que les Chinois avaient mis une grande partie de leur épargne dans leurs achats d'immobilier. Donc, un effet richesse qui reste très négatif sur la consommation. Là, le vieillissement de la population en général, c'est pas quelque chose qui dynamise la consommation. Et donc, on était sur des pressions déflationnistes bien avant le choc de Trump. Mais là, je vous rajoute un choc commercial qui va naturellement attiser à la baisse les prix au niveau de la Chine. Donc, la réponse est oui, la Chine a un vrai risque de s'enfoncer dans une crise de déflation. Et vous savez que ça, c'est quelque chose que n'aiment pas les banquiers centraux, parce que quand vous êtes en déflation, les prix baissent. Ça veut dire que les taux d'intérêt, même si vous baissez vos taux d'intérêt à 0%, eh ben, les taux réels, eux, augmentent avec la baisse des prix. Et donc, vous êtes sur un durcissement des conditions financières alors que vous faites tout pour relancer la machine. Et derrière ça, ça traduit clairement des excès d'investissement. Donc, les entreprises coupent leurs investissements dans ces cas-là, réduisent au maximum leurs capacités, détruisent des capacités de production. Donc, boursièrement parlant, c'est pas le moment d'y aller. Vous avez une baisse du chiffre d'affaires, vous avez des surinvestissements qu'il va falloir déprécier. Donc, vous avez des annonces de dépréciation d'actifs, dit au niveau boursier. C'est comme ça que ça se traduit en économie. On parlera de destruction de capital, mais ça revient au même. Donc, ça vous fait pas monter les actions, ça. Et puis, derrière, quand vous avez un consommateur qui pense que les prix vont continuer à baisser, il n'achète pas. Vous pouvez lui dire achète, j'ai baissé les taux d'intérêt, je te redonne du pouvoir d'achat. Mais s'il pense que le prix de la voiture d'aujourd'hui va diminuer de 10%, il va attendre demain pour l'acheter. Donc c'est quelque chose qui s'auto-entretient et c'est très difficile d'en sortir. Donc le risque, il est là. C'est-à-dire que si vous voulez savoir si vous faut investir ou pas, il faut savoir si la Chine rentre véritablement dans un cycle de déflation ou pas. C'est une des questions, mais les autorités chinoises restent rarement les bras ballants et elles surveillent, et là on en vient à l'indicateur que j'évoquais au début, en fait les profits opérationnels des entreprises comme le lait sur le feu, et c'est ce qui détermine ou pas leur politique. Et on a des messages aujourd'hui de ces mêmes autorités chinoises qui laissent à penser qu'elles vont prochainement réagir. Voilà, c'est ça le problème, parce que face à ça, alors après, est-ce qu'ils vont réussir ou pas, je sais pas, mais ça joue énormément sur la valorisation boursière. C'est comment réagit le gouvernement chinois face à ce risque, face à cet environnement. On n'y est pas vraiment dans une boucle déflationniste en Chine, mais derrière, on peut, comme ils l'ont fait, ça a quand même marché, il faut le reconnaître. Hein. C'est assez rassurant. En début d'année, ils ont donné des bons d'achat aux ménages chinois, des bons notamment pour changer l'électroménager, des choses comme ça, et ça s'est vu dans les ventes au détail. Alors, forcément, si je vous donne un bon qui est limité dans le temps, vous allez l'utiliser. Donc, en général, ça marche très bien. Le gros problème, c'est qu'il faut continuer à le faire parce que c'est pas quelque chose qui relance la dynamique. Vous le faites une fois, vous avez changé votre milkshake, votre checker, mais vous le changez pas tous les mois. Donc, faut redonner des bons et ça coûte très cher à l'État chinois, mais c'est un moyen de soutenir quand même efficacement la consommation. Donc, faut se dire, est-ce qu'il va y avoir des éléments dans l'économie chinoise qui peut inciter véritablement le gouvernement chinois à faire beaucoup plus et à dire bon finalement il faut encore soutenir l'économie chinoise à tout prix, et on voit que ça peut avoir des impacts importants sur la valorisation boursière. Alors dans cet indicateur, pour moi l'indicateur clé, et c'est même pas moi qui le dis, c'est monsieur Xi Jinping, donc on peut le croire sur parole, c'est les profits des entreprises chinoises. Alors cet indicateur, c'est un indicateur mensuel. Alors vous allez me dire oui mais moi je regarde les prix de l'immobilier, oui c'est important mais c'est pas l'essentiel. Vous pouvez regarder les PMI, les enquêtes réalisées auprès des directeurs d'achat, ça vous donne la conjoncture. Mais dans la réaction du gouvernement chinois, il ne regarde pas que les ventes au détail, il ne regarde pas ce que lui disent les entreprises sur leurs exportations aux États-Unis, il regarde un élément qui pour lui est structurel, c'est que les entreprises chinoises, notamment les entreprises industrielles chinoises, doivent être profitables. Alors pourquoi il regarde ça de très près? Parce que pour lui, si une entreprise chinoise, il l'a dit clairement dans un discours, si une entreprise chinoise est profitable, elle va investir.
Si elle investit, elle fait de la recherche et développement, elle améliore sa compétitivité. Et derrière, en ayant une avancée technologique, en ayant une bonne compétitivité, vous pouvez gagner des parts de marché au niveau international et vous adapter éventuellement à des droits de douane. Même si on vous met des droits de douane de 30%, mais que vous avez le produit technologique qui est en avance sur les autres et que vous êtes très compétitif dans vos coûts de production, vous absorberez les droits de douane sans problème. Donc, je vous dis pas qu'il y a pas de limite à ça, mais très clairement, s'ils voient les entreprises chinoises qui chutent en profitabilité, qui perdent de l'argent, derrière, ils savent très bien qu'elles vont licencier, qu'elles vont couper leurs investissements, et donc la Chine va perdre dans cette guerre technologique, va perdre en compétitivité et va encore plus perdre de parts de marché au niveau international. Donc pour lui, l'indicateur clé, c'est pas forcément la consommation des ménages, c'est plutôt l'indicateur qu'il faut regarder pour stimuler et pour éviter que les profits des entreprises tombent dans les négatifs. Si les profits des entreprises repartent à la hausse ou restent en croissance, il n'a pas de raison de stimuler plus son économie. Il va considérer que les entreprises s'adaptent, s'améliorent, ont réussi à contourner les obstacles, et donc tant qu'elles sont profitables, c'est pas dangereux. Le jour où elles perdent de l'argent dans leurs activités, là, on est dans un risque véritablement de boucle déflationniste, de retournement durable et de perte de compétitivité. Et ça, c'est ce qu'ils souhaitent. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de subventionner le consommateur chinois. Il l'avait dit lui-même, le consommateur chinois s'enrichit par son travail. Il s'enrichit pas par des bons d'alimentation. Donc, c'est pas sa stratégie de mettre des bons d'alimentation ou des bons d'achat. Mais le jour où les profits des entreprises sont en danger, il est prêt à tout, et là, à ce moment-là, il aidera le consommateur chinois pour éviter que les entreprises chinoises observent une dégradation de leur profitabilité. Or là, le graphique nous montre qu'on arrive dans la zone dangereuse et qu'il va falloir réagir. Très clairement. C'est vraiment là. Et là, on voit que depuis quelques semaines, le gouvernement chinois commence de nouveau à s'agiter autour de comment on va soutenir. Alors ça passe pas forcément par des nouvelles qui marquent les esprits, mais ça passe déjà par des aides supplémentaires aux provinces et aux collectivités locales, parce que ces bons d'achat ont coûté très cher aux finances publiques, mais surtout au niveau local, puisque ça a été distribué au niveau local. Donc déjà, Pékin a dit qu'ils allaient déjà financer un peu plus les provinces, aider un peu plus les provinces. Donc ça veut dire qu'on va refaire un deuxième round de bons d'aide aux ménages chinois pour soutenir la consommation. On peut pas s'en passer. Parce que on a cet indicateur-là. S'il était en croissance, je peux vous dire que le gouvernement chinois ne renouvellerait pas l'expérience. C'est pas son but, encore une fois, de soutenir à tout prix la consommation, mais là, il y a nécessité de le faire. Et puis, on attend des décisions plus fortes, peut-être, de soutien supplémentaire, de subventions, pour essayer. Et puis, deuxième élément qui est en train d'apparaître aussi en Chine, c'est un peu novateur, c'est que le gouvernement chinois a ordonné de limiter les promotions dans le secteur automobile chinois. Vous savez qu'il y a une concurrence très intense entre les constructeurs automobiles chinois actuellement. C'est vraiment très violent. Alors, on le voit sur les prix des voitures importées de Chine. On le voit à quel point ils peuvent baisser les prix, mais au niveau domestique aussi, c'est particulièrement violent, la concurrence entre les constructeurs chinois. Et donc, le gouvernement chinois a décidé que cette concurrence trop forte attisait les pressions déflationnistes et bloquait la consommation. Donc, on voit qu'elle est en train de se dire, vous êtes en train de complètement couler vos marges. Toutes les marges qui ont servi à faire de l'innovation, qui ont permis de faire des véhicules électriques très compétitifs, même pour certaines avec une réelle avancée technologique par rapport aux Européens, aux Américains, tout ça peut être complètement effacé par une guerre des prix au niveau domestique dans lequel on va renier toutes les marges. Donc on voit que le gouvernement chinois est à la manœuvre aujourd'hui pour dire arrêtez de faire votre guerre domestique, arrêtez aujourd'hui de mettre une pression sur les prix en baissant les prix. Donc BID est naturellement au cœur des inquiétudes du gouvernement chinois, mais pas que. Et on voit qu'il y a quand même une réflexion là-dessus. Donc encore une fois, cet indicateur, ça peut être un indicateur avancé de ce que va faire le gouvernement chinois. Non pas qu'il n'aide pas son économie, mais est-ce qu'il l'aide de manière plus agressive ou moins agressive? Et donc c'est pour moi un vrai indicateur de comportement à attendre du gouvernement chinois. Et là, pour moi, les dernières statistiques, le fait qu'on ait une vraie pression sur les profits des entreprises chinoises, c'est un indicateur avancé qu'on va avoir des annonces cet été de soutien supplémentaire à l'économie. On en a besoin et on ne laissera pas les profits des entreprises industrielles s'effondrer à cause de cette guerre commerciale, à cause d'une guerre des prix au niveau domestique. Mais du coup, puisque quand on investit, on anticipe, est-ce que c'est le moment
de s'exposer davantage aux actions chinoises. Oui, c'est vrai qu'elles ont un petit peu rebondi, elles ont un peu surperformé. On pourrait se dire, est-ce qu'on prend nos bénéfices parce que il y a quand même un coût de cette guerre et ça va se voir dans les résultats, ou est-ce qu'on poursuit? L'idée, c'est que je pense que pour l'instant, on voit que la bourse chinoise depuis quelque temps, elle est plutôt en phase de digestion, elle attend de voir des nouvelles mesures, mais on voit qu'elle reste totalement dépendante de ces annonces du gouvernement chinois. Donc, si j'avais ma boule de cristal à ouvrir, et si mon indicateur est vraiment un indicateur avancé, faut jouer les annonces du gouvernement chinois. Faut jouer le fait qu'ils vont de nouveau appuyer un coup d'accélérateur pour soutenir. Alors, d'autant plus que le gouvernement chinois a fait aussi des progrès face à l'administration Trump. Vous avez vu le deal qui est passé. En gros, c'est je te donne mes terres rares, tu me donnes certaines technologies. Bon, sur le fond, c'est un marché de dupes. Monsieur Trump veut plus des terres rares chinoises, mais il sait qu'il peut pas s'en passer à court terme parce qu'il n'a pas les mines, il n'a pas les infrastructures, donc il faut du temps. Et il a acheté du temps avec cet accord avec la Chine. Et la Chine, de son côté, ne veut plus des technologies américaines, elle veut plus des licences américaines et elle veut développer ses propres technologies. Mais elle sait qu'elle ne rattrapera pas son retard face aux Américains du jour au lendemain et qu'il faudra du temps, il faudra de l'investissement, des profits pour nourrir cet investissement. Et donc, elle a très bien compris qu'elle ne peut pas se passer aujourd'hui des licences. Et vous avez vu que là, on a eu des retours, parce que l'accord est secret. Donc, ce qui prouve que quand même, ça a été du donnant-donnant, ça a été très négocié. Mais on a eu Siemens qui vient de communiquer sur le fait qu'ils ont eu des licences supplémentaires pour vendre en Chine. Et donc, ça prouve que derrière cet accord, il y a une réalité derrière. La Chine a donné des licences pour que les constructeurs automobiles américains aient accès aux terres rares et aux aimants fabriqués aux terres rares. Et on voit que du côté américain, on a bien donné des licences d'exportation de certains semi-conducteurs vers la Chine. Donc, je dirais que si j'avais quelque chose à jouer, moi, maintenant, sur la bourse chinoise, c'est je joue des annonces positives de la part du gouvernement chinois pour soutenir son économie, ça va être un élément positif, et je joue le secteur technologique qui reste encore très décoté sur la bourse chinoise du fait des incertitudes et des inquiétudes autour de cette guerre commerciale, parce que derrière le deal américain-chinois, il y a un deal dans le secteur technologique de ne pas freiner autant que le souhaiteraient les Américains la technologie chinoise. Et puis on sait que les Chinois sont capables près de développer leur propre technologie et de concurrencer les Américains. Mais les Américains le savent aussi, mais ils n'ont pas le choix. Chacun est tellement interdépendant. Il y a eu un deal qui s'est fait. Bon, M. Trump a fait son deal, mais il y a eu ce deal qui s'est fait. Et donc, on va voir que quelque part, les valeurs chinoises sont peut-être retrouveront peut-être du potentiel de croissance, à mon avis, entre ce mix aide du gouvernement chinois et peut-être secteur technologique qui profite quand même d'une certaine apaisement, pas totalement, mais un apaisement sur ce segment-là en termes de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Donc, pour résumer, ce que vous nous dites, Christian, c'est que la guerre commerciale déclenchée par les États-Unis a tout de même des effets désinflationnistes sur le reste du monde et sans doute déflationnistes en Chine, ce qui est assez ennuyeux à un moment où la Chine souffre déjà, d'ores et déjà, que le gouvernement chinois est bien conscient de la situation et que pour lui, il est important que les entreprises préservent leurs marges et leurs profits. Or, ceux-ci sont plutôt érodés, émoussés en ce moment, voire bien rognés. Donc, c'est un problème parce que les profits, encore une fois, dans l'esprit des autorités chinoises, nourrissent la recherche et développement, et cette recherche en développement permet la compétitivité des entreprises chinoises. Puis elle permet, je parle de la R&D, également de développer une véritable autonomie technologique, et c'est aussi en toile de fond de tout ça. Toujours est-il que, compte tenu de la détérioration des profits, il est sans doute acquis que les autorités chinoises vont réagir parce que c'est l'indicateur clé pour vous. Donc, les mesures de soutien se font attendre, mais vont arriver, ce qui veut dire que oui, il y a sans doute quelque chose à faire en s'exposant aux entreprises chinoises et particulièrement aux entreprises technologiques chinoises aujourd'hui. Totalement ça. Christian, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, commentez, partagez et mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié. À très bientôt.